Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, on va parler de mécaniques marquantes. Mes mécaniques marquantes. Vous savez, si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, ce n'est pas le genre de propos qui va vous surprendre, mais le jeu de rôle ne s'adresse plus vraiment à un seul type de joueur. Il n'y a plus juste un joueur ciblé, un public cible. On va retrouver des communautés très différentes, avec des attentes très différentes, des sensibilités et des façons de jouer qui peuvent avoir aucun lien d'une table à une autre. Certaines personnes viennent pour la stratégie, d'autres personnes vont venir jouer pour raconter des histoires, pour vivre des émotions, explorer un monde, simplement partager un moment de création collective autour d'une table. Et cette diversité-là, en fait, n'a pas seulement agrandi le public, mais ça a aussi complètement changé la manière dont les jeux sont conçus. Avec le temps, les systèmes ont évolué. Avec le temps, il y a des nouvelles choses, des nouvelles mécaniques, des nouvelles façons de faire, une certaine, on va dire, un game design, une conception de jeu qui va au-delà de ce qu'on pouvait s'attendre d'un jeu de rôle dans les années 80, 90, même début 2000. Les mécaniques ne sont plus seulement des outils techniques. Maintenant dans le jeu, ça devient souvent même des passerelles entre des attentes différentes et des styles de jeu variés et même des expériences très personnelles. Des gens vont vouloir jouer à, par exemple, un PBTA parce qu'ils savent que ce type de jeu-là, par exemple, c'est Monster of the Week ou même, je vais y revenir tout à l'heure, mais Apocalypse World, par exemple, eh bien, ils ont des mécaniques de création partagée, des mécaniques où plusieurs personnes vont se partager ainsi le rôle de concepteur pour justement la création de l'univers. Et des gens qui vont chercher ce genre de mécanique-là parce que c'est plus collaboratif et il y a moins un rôle défini entre joueur et maître de jeu. Et comprendre leur évolution, je parle vraiment dans ces mécaniques de jeu-là, sur les façons de faire, c'est aussi comprendre comment le jeu de rôle s'est transformé pour accueillir une communauté de plus en plus vaste et beaucoup plus diverse qu'à ses débuts. Et pour moi, en fait, cette transformation-là, c'est pas faite uniquement à l'échelle du hobby. Là. C'est vraiment, il y a des mécaniques qui ont profondément changé ma façon de jouer, de maîtriser et même de penser le jeu de rôle. Il y a des choses qui aujourd'hui, pour moi, c'est rendu un incontournable. Je me dis, je peux pas jouer un jeu de rôle, ou du moins, tous les jeux de rôle que j'apprécie ont peut-être une mécanique semblable ou des éléments semblables, alors qu'il y a aussi des éléments que je sais fort bien que c'est pas du tout mon genre. T'sais, par exemple, ça va vraiment, je ne veux pas rentrer dans le négatif, là, c'est pas le but de cette vidéo, mais par exemple, les systèmes de jeu qui n'utilisent pas de dés, chose qui n'existait pas il y a plusieurs années, mais qui existe aujourd'hui, même aujourd'hui en plusieurs variétés, qui vont plutôt utiliser uniquement des paquets de cartes ou même des jetons, des choses comme ça, eh bien, ça ne me plaît pas. C'est vraiment pas mon jam. C'est vraiment pas quelque chose qui me stimule dans la création, dans on va dire, ce qui me motive à jouer au jeu de rôle, le petit côté quand même, on va dire, du hasard, avec le fait de lancer des dés. Il y a quelque chose de très, on va dire, sensoriel, personnel, sur ma perception aussi, bien qu'il y ait aussi le hasard lorsqu'on peut piger une carte sans vraiment savoir qu'est-ce qu'on a dessus lorsqu'on la pige. Est-ce que c'est un roi de pique ou une dame de cœur? Il y a le hasard aussi, sauf que, dans mon sens, pour moi, ce n'est pas le même ressenti. C'est purement personnel, purement subjectif. Et encore aujourd'hui, il y a des nouveaux systèmes, il y a des nouvelles tables qui viennent parfois remettre mes habitudes en question, qui viennent élargir un peu plus ma vision de ce que le jeu peut être. Et justement, en parlant de ces fameux, decks de cartes qu'on utilise pour le jeu de rôle, pour certains jeux, bien que ce n'est pas du tout, on va dire, ma tasse de thé, j'ai découvert, avec le temps, certains jeux qui utilisaient des paquets de cartes à certains moments précis, on va dire, du déroulement d'une partie. Et pour ça, ça m'a vraiment chamboulé. J'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et aujourd'hui, en fait, je voulais vous partager un peu mon top 10, pas vraiment top 10, parce qu'on s'entend que je les mets dans un ordre, mais au final, peut-être qu'elles ne sont pas vraiment... Le numéro 6 n'est pas nécessairement le numéro 6, mais je voulais vous partager un peu ces 10 mécaniques-là, mes 10 découvertes, et même dans quel jeu je les ai découvertes. Je les ai découvertes, en fait, ces mécaniques-là, qui m'ont vraiment marqué en tant que joueur et même en tant que maître de jeu, qui m'ont vraiment un peu fait réfléchir et qui m'ont vraiment même fait bouillonner de façon créative le game design, alors que c'est pas non plus quelque chose qui, à la base, est tellement très... et pas quelque chose qui est très intuitif et très ancré en moi. Je suis pas quelqu'un qui va designer à la base. Je suis plus quelqu'un qui va vouloir raconter. Mais, à force, justement, de tester des choses, à force de tester des jeux, ça m'a ouvert des nouvelles portes sur la conception et sur aussi à quel point certaines mécaniques viennent donner une importance à la saveur du jeu.
Mais avant de vraiment tomber dans le top 10 en soi, je voulais faire un peu des mentions honorables. Vraiment des systèmes de jeu, ou du moins des mécaniques de jeu qui sont apparues dans certains jeux, qui m'ont vraiment marqué, mais que je ne les mets pas dans mon top 10 parce que ça ne m'a pas assez marqué ou ça n'a pas vraiment eu un impact sur le long terme, sur ma façon de jouer, sur mon appréciation générale du jeu de rôle. Et j'ai ainsi quelques petites mentions honorables. La première, c'est le système de mystère dans Brindlewood Bay. C'est un système émergent sans solution prédéfinie. C'est-à-dire que dans Brindlewood Bay, les enquêtes ne reposent pas sur une vérité écrite à l'avance. Le jeu ne prévoit pas qu'il y a un coupable, dans le fond, qui est le coupable, ni comment le crime a été commis. C'est un jeu dans lequel on incarne des vieilles mémés qui vont investiguer des mystères dans une ville. Et à la place, les joueurs, eh bien, ils vont collecter des indices ouverts, puis ils vont formuler ensemble une théorie, et il y a un jet de dés qui détermine si cette théorie elle est correcte ou si la situation bascule dans des révélations plus sombres. Et ça, j'avais jamais vu ça avant. Et cette approche, ça rompt radicalement avec la structure classique d'un jeu d'enquête. Le but n'est pas de deviner la bonne réponse cachée par le meneur de jeu, mais de construire une explication crédible à partir d'éléments découverts en jeu. Les indices ne pointent pas vers rien de précis tant que la théorie n'est pas formulée. Ce sont les joueurs qui donnent du sens aux fragments de fiction qui sont assemblés. Et, mon Dieu, cette mécanique-là, ça déplace, on va dire, l'autorité narrative, dans le sens que le meneur de jeu ne détient plus la vérité du mystère. Il gère la situation, il va avoir les personnages, les conséquences, mais il y a un sens qui émerge de la table. Au moment où la théorie est énoncée, le suspense ne vient plus de la question « ai-je trouvé la bonne solution ?» mais « est-ce que notre lecture du monde tient la route en tant que groupe de joueurs ?» Et à ce moment-là, bien, l'échec est quand même assez intense. Si la théorie échoue, ce n'est pas juste un simple revers, c'est le jeu qui introduit vraiment une réalité alternative, souvent plus inquiétante, liée à des éléments, liée à des choses qui ont échappé aux joueurs, aux personnages plutôt, et qui vient approfondir le mystère. Et cette mécanique-là, elle est marquante parce que, bien, justement, ça n'apporte pas de solution fixe. Un mystère, ce n'est pas le meneur de jeu qui est le seul détenteur de la vérité. L'échec, dans le fond, ne fait pas nécessairement bloquer la progression, alors qu'il y a tout le temps quand même des façons d'avancer dans le jeu. Et c'est un espace de création partagée. Le mystère est un espace de création partagée. C'est intéressant. Je le mets dans mes mentions honorables parce que on dirait que j'aime ça, moi. Encore une fois, ça vient que c'est laissé trop vague et flexible. Et dans beaucoup de jeux d'enquête, je suis vraiment plus genre, moi, même en tant que joueur et en tant que meneur, les deux expériences, je suis beaucoup plus enclin à vouloir me faire raconter quelque chose dont je ne peux pas du tout, on va dire, définir la conclusion, sauf si j'ai trouvé certains indices précis en jeu, certaines façons, en fait, certains éléments qui viennent éclaircir le mystère en soi, mais le fait qu'il soit déjà prédéfini me permet en soi de constater s'il était vraiment bien construit ou s'il était trop facile à résoudre. Alors que là, le fait de faire des hypothèses, puis qu'on le sait déjà d'avance, il y a comme un peu le sentiment on va dire le sentiment de désillusion, où est-ce qu'on comprend déjà que le mystère n'était pas déjà préétabli et qu'on le construit pendant qu'on joue. Ça me perd un peu de mon intention de jeu. Ça, c'est vraiment très personnel. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient ça. Il y a beaucoup de bons jeux qui viennent approfondir ce type on va dire de façon de faire, que ce soit par exemple Public Access ou même encore The Between aussi, qui utilisent les mêmes mécaniques de Brindlewood Bay. Mais je voulais le mettre dans mes mentions honorables parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Ça m'a vraiment marqué à ce sens. Deuxième mention honorable, j'en ai, je pense, 3 ou 2. Là. Deuxième mention honorable, je l'ai ici avec moi, c'est Swivers. Swivers, c'est un jeu où est-ce qu'on joue des malandrins, des criminels notoires. Le système de jeu en soi, il est correct. C'est pas vraiment le système de jeu qui m'a le plus, on va dire, stimulé les neurones. Par contre, il y a un système de magie qui est vraiment cool, et ça, c'est une mécanique qui m'a vraiment marqué, où, en fait, le système de magie va utiliser un deck de cartes. Et là, ça fait mention un peu qu'est-ce que je faisais mention tout à l'heure concernant les decks de jeu qui ne sont pas nécessairement intéressants pour moi, mais que dans un contexte où ils peuvent intégrer une mécanique, mais ils ne représentent pas l'ensemble du système de jeu, je trouve ça intéressant.
Et dans Sweverse, la magie fonctionne avec un deck de cartes où c'est une partie un peu de blackjack, donc avoir le plus proche de 21. Et j'ai tellement trouvé ça cool et j'ai tellement trouvé ça intéressant dans le contexte d'un monde où la magie est quelque chose d'assez dangereux, qui peut avoir des répercussions et qui est quelque chose de très long aussi à manipuler, que j'ai pris cette mécanique-là et je l'ai un peu adaptée, je l'ai intégrée dans un autre système de jeu, dans un autre projet que j'ai présentement. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et là, je préfère le dire parce que je veux le mentionner déjà de prime abord. Ces mécaniques-là, ou du moins les systèmes de jeu avec les mécaniques que je vais présenter, c'est pas nécessairement le premier jeu qui a fait ça, parce que je le vois déjà dans les commentaires, les petits fins finaux et les petites infinotes qui vont me dire « Oui, mais d'ailleurs, tu savais que telle mécanique, ce n'est pas tel jeu, mais plutôt tel jeu sorti en 84 et qui a été distribué uniquement au Manitoba dans un petit commerce local. Donc, ce n'est pas le premier jeu qui a fait cette mécanique. » Il ne s'agit pas nécessairement des jeux qui ont introduit la mécanique, mais plutôt les jeux qui m'ont marqué en lien avec cette mécanique-là, que moi, je les ai découverts dans ce jeu-là précis, cette manière de faire, ces mécaniques-là, ce design-là de système précis. Donc, moi, je vais le mentionner comme ça va être clair pour tout le monde, parce que je suis persuadé qu'il y a d'autres jeux que Sweverse qui utilisent le concept du blackjack pour, on va dire, accomplir certaines actions, ou du moins même peut-être de la magie, avec un système de deck de cartes. Je suis sûr que ça existe déjà, je ne serais pas du tout surpris. Mais la manière qu'il est intégré dans Sweverse, ça m'a marqué. Et je voulais quand même le mentionner dans mes mentions honorables. Et dernière mention honorable, il s'agit de Triangle Agency, que j'ai aussi ici avec moi. Et la grosse boîte à transporter! Triangle Agency qui, d'ailleurs, encore une fois, je le rappelle, va sortir en français en 2026, du moins en financement participatif en 2026, chez Raise Dead Édition. Et Triangle Agency, que je tiens à l'envers présentement, a un système qui est très cool, un système que je n'avais jamais vu. Je ne le mets pas dans mon top 10 en soi parce que le système au complet est quelque chose. Là, on s'entend, c'est un gros morceau qu'il faut quand même avaler et qui utilise uniquement que des D4. Par contre, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué beaucoup et que je n'avais jamais vu ailleurs, qui est en fait un peu comme dans un jeu, je ne sais pas si vous avez déjà joué à un jeu Legacy, un jeu de société Legacy où, à mesure que vous jouez, il y a des mystères qui se dévoilent, il y a des éléments qui viennent en fait s'ouvrir, qui n'étaient pas accessibles avant et qui sont, on va dire, influencés par les actions que vous faites avant, on va dire, la découverte du mystère ou la découverte de cette nouvelle mécanique qui est intégrée dans le jeu. Et Triangle Agency a ce fonctionnement-là dans le livre de base. Et ça, j'avais jamais vu ça dans un jeu de rôle, dans le sens où, à certains moments dans le jeu, vous pouvez débloquer des pouvoirs. Votre personnage, qui est un peu un agent qui tente d'arrêter on va dire l'équivalent un peu des fissures spatio-temporelles, en fait, des anomalies qui viennent déranger le monde. C'est un peu un mélange de X-Files, Fringe, puis de Control. Pensez à des jeux comme des films, des séries, puis des jeux comme ça. Et là-dedans, il y a justement, vous pouvez développer des pouvoirs. Vous avez des pouvoirs de prime abord et ces pouvoirs-là peuvent évoluer avec le temps, mais ils peuvent évoluer vers des directions que vous ne le savez pas. Il y a une évolution de personnage qui dépend selon les actions que vous faites, selon les prises de décision que vous avez. Et c'est des choses que vous n'avez pas accès au début dans le jeu et que vous n'avez pas le droit d'aller voir en tant que joueur. Il y a vraiment une section qui est comme fermée pour tout le monde. Et uniquement lorsque vous débloquez certaines choses, vous pouvez aller dans les sections en question et aller voir qu'est-ce que ça vous offre de plus. Et là, ça va dans tous les sens. Il y a vraiment de toutes les choses les plus pétées, les plus, on peut dire, un peu plus normales. De manière générale, Triangle Agency, c'est assez pété. Et ça, j'avais jamais vu ça ailleurs. Ça m'a vraiment marqué. Ça m'a vraiment marqué, donc je voulais au moins le mentionner dans mes mentions honorables. Mais là, ça suffit. On se lance. Là, on y va dans mon top 10, là, mon top 10 de mes mécaniques qui m'ont le plus marqué. Et on commence avec incontournable. Et souvent, on dit que j'arrête pas de critiquer, de taper sur la tête de Donjon Dragon. Eh bien, mon numéro 10, c'est le concept de l'avantage-désavantage, qui a été, dans mon cas, popularisé par Donjon Dragon 5e édition, où est-ce qu'il y a certains modificateurs complexes qui ont été remplacés par lancer 2 dés et garder le meilleur ou le pire selon les circonstances s'il s'agit d'un avantage ou d'un désavantage. Et ça, ça simplifie grandement la prise de décision et ça fait ressortir des situations favorables ou défavorables sans calcul fastidieux, ce qui a vraiment inspiré d'autres jeux. Il y a beaucoup de jeux qui ont suivi cette tangente-là. Il y a beaucoup de jeux qui ont pris en fait le chemin de l'avantage-désavantage et à un tel point que, juste pour ma part, moi, ça m'a vraiment marqué et je considère que c'est une de ces mécaniques marquantes-là qui
bien que plusieurs la critiquent parce que pour certaines personnes, elle vient un peu trop, on va dire, ajouter une dose de hasard trop large, alors que certaines mécaniques de calcul venaient un peu plus raccourcir en soi le champ des possibles. Mais pour moi, c'est une belle manière de simplifier, de faciliter certains calculs, en ajoutant une petite dose justement de situationnel, dans le sens où est-ce que c'est positif, où est-ce que c'est négatif. On lance 2 dés, on garde le meilleur ou on garde le pire. Donjon Dragon 5e édition, sorti en 2014, bien entendu, pour moi, m'a marqué à ce sens-là. Ça a vraiment été quelque chose que j'avais jamais vu avant. Peut-être que ça existait dans d'autres jeux, mais moi, ça a été ça. Ça a été Donjon Dragon 5e édition pour la mécanique d'avantage et désavantage. C'est mon numéro 10. Numéro 9, les entonnoirs comme début de partie. Ça, c'est popularisé, bien que peut-être que d'autres jeux l'ont fait, mais encore une fois, moi, c'est dans mon expérience personnelle, ça a été popularisé par DCC, Dungeon Crawl Classic. Donc, commencer avec trop de personnages pour n'en garder que quelques-uns ou peut-être un. En anglais, on appelle ça un funnel. En français, on appelle ça un entonnoir. C'est un scénario d'introduction où chaque joueur incarne plusieurs personnages de niveau 0, sans classe, peu de compétences, mal équipés, des paysans, des artisans, des marginaux. L'aventure est conçue pour être létale souvent. La plupart vont mourir avant la fin. Et c'est le système. C'est le système qui est fait comme ça. Parce qu'à l'issue du funnel, à l'issue de l'entonnoir, les survivants deviennent des personnages de niveau 1 et choisissent une classe, non pas parce qu'ils l'avaient déjà décidé dès le départ, mais parce que leur action et leur survie l'ont justifié en jeu. Ils sont devenus le paysan de tel village est devenu un magicien parce que dans l'aventure où est-ce qu'il était à niveau 0, c'est le joueur, le personnage qui a découvert un livre de magie quelque part et ça l'a comme stimulé son envie de devenir magicien. Et moi, pour moi, ça m'a complètement renversé lorsque j'ai connu cette mécanique-là parce que je ne suis pas quelqu'un qui construit beaucoup le background de ses personnages. Je ne suis pas quelqu'un qui va nécessairement avoir une pléthore de pages pour décrire le passé de mon personnage, son histoire, tout ce qui est lien, tout ça. J'aime ça construire en jeu l'histoire de mon personnage et de relier des éléments de l'histoire avec son histoire à lui personnelle pour pouvoir ainsi, en quelque sorte, toujours rester ancré dans l'histoire qui se déroule. Et DCC m'a fait découvrir ça où l'histoire, un peu qu'est-ce que mon personnage était avant de devenir aventurier, on le vit, on le joue, ça fait partie de la game, puis on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Ça peut se dérouler de plein de manières différentes et moi je trouve que c'est quelque chose de très beau, de très très beau parce que bien que dans ton lot de pecnos que tu as, dans tes 12 pecnos, 8 pecnos qui sont autour de la table, tu en as peut-être un ou deux que tu t'es dit celui-là, ça va devenir un bon aventurier. Puis, oh, surprise, durant l'aventure, il reçoit une roche sur la tête et il meurt. Et le personnage qui survit, c'est peut-être le pecno du coin que tu ne pensais pas du tout qu'il allait survivre. Et tranquillement, il y a un attachement qui se fait. Je m'attache beaucoup plus à mes personnages dans le contexte d'un funnel. Mes personnages de niveau 0 qui ont survécu et qui deviennent des niveaux 1, c'est vraiment pour moi là à quel point je m'accroche à ce personnage-là. C'est un survivant. Il a passé, ce qu'on appelle en anglais, on va dire un meat grinder. Il a passé le moulinet à viande. Il a réussi à passer au travers de l'aventure. Il est devenu un héros. Il est devenu en fait un aventurier, personnage niveau 1, qui peut peut-être continuer à devenir un meilleur personnage avec le temps ou peut-être mourir aussi. Mais il y a un sentiment d'appartenance que je trouve vraiment plus intéressant. Ça change radicalement la relation avec le personnage. Et au lieu d'arriver avec un héros construit qui est optimisé, eh bien on commence avec des personnages ordinaires qui sont interchangeables. Et l'attachement se fait pendant le jeu. Moi, j'avais jamais connu ça. J'avais jamais vu ça. Je trouve que c'est incroyable. Je pense pas que tous les jeux sont, on va dire, à propos pour ça. Mais encore une fois, après DCC, j'ai vu ce type de mécanique-là, cette approche-là qui a été intégrée aussi dans d'autres jeux, comme par exemple Horreur Liminal, c'en est un. Horreur Liminal propose le fait de jouer des funnels où est-ce que les personnages sont encore moins bons de ce qu'ils sont normalement dans une partie. On va contrôler plusieurs personnages et au fil du jeu, eh bien, il y a des personnages qui vont disparaître, qui vont mourir, qui vont tomber dans la corruption complète. Et on vit ainsi les moments de ce qu'un personnage devient lorsqu'il devient réellement soit un aventurier, soit quelqu'un d'accompli, soit quelqu'un de brisé. Dans le contexte d'un jeu de rôle, d'horreur, c'est ça aussi. Il devient quelqu'un de brisé, mais qui réussit il a réussi à accomplir certaines choses que l'humain moyen ne pouvait pas faire.
Et dans le contexte, par exemple, d'un jeu d'horreur, ça peut expliquer pourquoi est-ce que tu joues un vieux bonhomme un peu rabougri parce que tu as déjà joué ce personnage-là lorsqu'il était niveau 0, entre parenthèses, dans un funnel et que c'est lui qui a survécu à l'aventure. Puis aujourd'hui, il est tout troublé. Puis il suit les aventuriers dans une autre aventure, mais il a déjà connu le Vietnam, il a déjà connu l'enfer. Puis il n'a pas le goût de vouloir nécessairement revivre cette nouvelle horreur, bien que ça va éventuellement arriver parce qu'on joue à un jeu de rôle, on s'entend. Mais ça, c'est le funnel, pour moi, c'est un bijou, c'est un bonbon, c'est une mécanique incroyable qui s'adapte bien à certains jeux, moins à d'autres jeux, j'en conviens. Je pense pas que non plus... J'ai l'impression aussi que certaines personnes n'aiment pas du tout cette mécanique-là parce que ça les limite dans leur création de personnages sur leur passé. Je peux comprendre aussi, mais dans certains cas, dans certaines situations, je trouve que c'est très approprié. Très approprié. On continue avec mon numéro 8, ma 8e mécanique marquante. Et là, je l'avais quelque part. Pour vrai, je sais pas, je l'ai mis où. Je l'ai fouillé. J'ai fouillé ça dans mes étagères. J'ai cherché, j'ai tenté de mettre la main dessus. Je ne l'ai pas trouvé. Je suis vraiment désolé. C'est en fait les réussites mitigées. Et le jeu qui m'a fait découvrir le concept des réussites mitigées, c'était Apocalypse World, sorti à l'époque, la première version française qui était sortie, je me rappelle même plus, je pense que c'est John Doe Edition qui sortait ça. Pour vrai, je dis ça, mais en même temps, peut-être que je me trompe. C'était Apocalypse World, la première version, qui est un jeu, un PBTA. Le premier PBTA, en fait, le jeu qui a créé le concept en soi du PBTA, donc le Powered by the Apocalypse, d'où le nom. Un jeu post-apocalyptique qui apportait le concept de, entre la réussite et l'échec, il y a un espace de tension. Dans des jeux PBTA, de manière générale, les jets ne produisent pas simplement un oui ou un non. Dans la plupart des actions, il y a la possibilité d'avoir une réussite mitigée. Souvent, dans un Powered by the Apocalypse, propulsé par l'Apocalypse en français, on lance 2d6 et ils ont un bonus ou un malus qui se rajoute à ça. Et le résultat, s'il est 10 et plus, c'est une réussite franche. Si c'est un 7 à 9, c'est une réussite mitigée. Et si c'est un 6 et moins, c'est un échec avec vraiment des répercussions qui peuvent être très, très graves. Et la zone centrale, l'espèce de 7 et 9, c'est là où la magie opère. C'est dans le sens que l'action réussit, mais il y a un compromis, il y a un coup, il y a une complication. Le personnage avance, mais la situation se tend. Et lorsqu'un joueur obtient souvent une réussite mitigée, résultat mitigé, le système va soit lui proposer un choix difficile, une conséquence immédiate, une réussite partielle, une ouverture dangereuse. Par exemple, tu obtiens ce que tu veux, mais tu t'exposes. Il y aura une menace qui te tombe dessus. Tu réussis, mais tu perds du temps ou des ressources. Tu atteins ton objectif, mais tu déclenches un problème futur. Et selon le jeu, on s'entend, il y a des jeux qui sont beaucoup plus libres que ça, mais souvent des PBTA, le maître de jeu n'est pas, peut pas décider librement en soi l'ensemble des répercussions d'une réussite mitigée. Des fois, il va y avoir précisément des conséquences typées, des conséquences possibles qui sont spécifiques à certaines situations. Et c'est pas le hasard nécessairement qui va trancher la scène, mais la tonalité de l'action en soi. Et ça peut apporter vraiment des beaux moments de jeu. Moi, en fait, le concept de la mécanique, le concept de la réussite mitigée, bien que je l'ai découverte dans PBTA, dans Apocalypse World, c'est quelque chose qui ça peut s'adapter à d'autres styles de jeu que le fameux trait narratif propulsé par l'Apocalypse. Il y a beaucoup de jeux qui vont avoir cette approche-là, qui peuvent être plus neutres, même à la limite presque OSR. Certains jeux OSR vont aussi avoir une petite touche de réussite mitigée. Et pour moi, le concept des résultats mitigés, c'est marquant parce que ça remplace vraiment l'effet binaire du succès-échec par un spectre de résultats. Ça intègre la complication directement dans la résolution d'une situation, dans l'action qui est faite. Ça peut réduire le besoin d'improvisation dans certaines situations ou dans d'autres, ça peut rendre le tout plus complexe. Ça peut maintenir aussi un rythme narratif assez constant. Il se passe tout le temps quelque chose. Les actions qu'on entreprend ont des répercussions directes qui peuvent être positives et négatives. Et ça va bien au-delà, en fait, des jeux PBTA. En s'infiltrant dans des systèmes hybrides, il y a des hacks OSR, des jeux, on va dire, moins narratifs, des jeux plus traditionnels qui peuvent aussi intégrer cette mécanique-là. Je peux penser, par exemple, au classique, c'est un classique D6 qu'on lance, et où le résultat va être non, mais, non, et, non, oui, mais, et oui, et.
Dans le sens que oui, il se passe quelque chose et en plus, il y a quelque chose de positif qui arrive ou il se passe quelque chose, mais il y a quelque chose de négatif aussi qui survient. Et ça, ainsi, ça l'a été, on va dire, je pense pas que le Apocalypse World, c'est le premier jeu qui a apporté cette idée de nuance dans la réussite ou l'échec. Pour moi, ça a été un peu cette découverte-là. Et mon Dieu, j'étais pas jeune, mais c'est quand même dans les premières expériences qui m'ont vraiment été marquantes hors du spectre de Donjon Dragon. Mais je trouve que le PBTA, dans son sens, est en quelque sorte l'a peaufiné, ou du moins l'a bien ciblé, l'a mis en lumière, quelque chose qui était au cœur même, en fait, quelque chose qui a été placé au cœur même de ses mécaniques. Donc oui, le fameux réussite mitigée, les résultats mitigés, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, qui m'a marqué, et je l'ai mis dans mon top 10 comme numéro 8. Mon numéro 7, toucher automatique lors des combats. Ça, soyez-vous, je suis encore un peu... en fait, vous allez comprendre. Il y a quelque chose avec ça que je trouve très intéressant. Il y a certains jeux récents, par exemple des jeux qui sont inspirés par Cairn ou on va dire Into the Odd, qui tentent à supprimer complètement le jet d'attaque à toucher, rendant ainsi les actions plus intuitives et on va dire l'attaque réussie. On ne se mêle pas les pinceaux sur est-ce qu'une attaque touche ou non. Si vous attaquez quelqu'un, vous touchez. On est vraiment dans un momentum de on attaque, ça touche. J'ai trouvé ça intéressant quand je l'ai découvert. Je l'ai mis dans mes mécaniques marquantes parce que dans certaines situations, dans certains jeux précis, je trouve que ça a tout son sens. Et je vais prendre par exemple encore une fois Horreur liminale. Dans un contexte de jeu d'horreur, je trouve ça que c'est très approprié. Je trouve que c'est très très approprié, que c'est en soi même intégré dans ces mécaniques. Parce que ça met vraiment l'emphase sur le momentum de la situation, l'emphase sur à quel point c'est risqué de sauter à deux pieds dans le danger. Mais on s'entend, la mécanique ne repose pas uniquement là-dessus. Il n'y a pas juste l'idée de se dire j'attaque, donc je touche et c'est tout. Il y a quand même un certain sens presque de stratégie qui se fait, alors que selon la situation, le dé de dégâts en soi peut être plus élevé ou moins élevé si vous vous mettez dans une position avantageuse ou si vous vous mettez dans une position désavantageuse. Et bien que c'est une mécanique marquante, je vais revenir tout à l'heure par contre, parce que vous allez voir, ça a un lien avec un autre de mes mécaniques marquantes dans mon top 10, mais je voulais quand même le mettre parce que justement, ça l'a été précurseur à quelque chose d'autre. Et ça, le jeu qui m'a vraiment fait découvrir ça, bien qu'il y en a plusieurs, mais c'est Into the Odd. Into the Odd de Chris McDowell. Into the Odd, qui est quand même un très chouette jeu, très léger, très 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 léger, un petit peu trop léger pour moi, mais qui a quand même justement intégré cette idée-là, à mes yeux, de on touche tout de suite, on fait des dégâts, on ne va pas se casser la tête à voir si une attaque touche ou non, elle touche, mais en même temps, c'est pareil d'un côté comme de l'autre. Fait qu'il y a cette tension-là, on va dire, constante. Et on y va avec mon numéro 6, le maître de jeu qui ne lance pas de dés. La résolution est centrée sur les joueurs. Responsabilité mécanique du côté des joueurs. Certains jeux, le meneur de jeu ne lance jamais de dés. Toutes les incertitudes mécaniques, attaque, ennemi, danger, résistance du monde, c'est résolu par des jets effectués par le joueur. Le maître de jeu décrit la situation, annonce les enjeux et les conséquences possibles, mais il ne touche pas aux dés, ou s'il les touche, c'est pour du hasard qui n'est pas vraiment en lien avec une action précise entreprise par un NPC, un personnage non joueur qui attaque par exemple un personnage. Et ça, mon Dieu, j'ai vraiment... Ça, j'ai adoré ça. J'adore ça. Ça déplace le point d'application. Le système ne se demande plus vraiment que fait le monde contre toi. C'est vraiment toi qui réagis face à ce que le monde t'impose. Ça simplifie tellement pour le maître de jeu. Mais ça, je le sais par contre que certaines personnes, et je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de ces mécaniques-là dans mon top 10 qui vont, pour avoir lu plusieurs des échanges en ligne et tout ça, il y a des niveaux de clivage assez intenses. Cette mécanique-là en fait partie des gens qui adorent ça, des gens qui détestent ça pour mourir, qui veulent vraiment comme se jeter en bas d'une falaise tellement qu'ils trouvent ça horrible. À mon sens, il y a beaucoup de personnes qui sont friands de ce style-là, il doit bien avoir une raison, parce que justement, à mon sens, ça facilite énormément le jeu, bien que ça ne limite pas non plus les possibilités de pouvoir lancer des dés derrière son écran si on veut émuler des choses au hasard ou émuler des choses que les joueurs n'ont pas nécessairement encore conscience. Et ce qui est spécial, pour celle-ci, je dois vous avouer, je ne sais plus. Je ne sais plus c'est lequel des jeux qui m'a vraiment le plus marqué
en soi à ce niveau-là. C'est peut-être encore une fois Apocalypse World parce que ça en fait partie. Les PBTA, souvent le maître de jeu n'a pas besoin de lancer de dés. Donc c'est peut-être celui-là, pour vrai, je ne m'en rappelle pas. C'est peut-être le Cypher System avec Numenera aussi, qui a cette approche-là. Il y en a plusieurs, mais peu importe le jeu qui m'a fait connaître cette mécanique-là, le résultat demeure le même. C'est que le maître de jeu devient en quelque sorte un chef d'orchestre de situation. Et ça facilite énormément, je trouve, en soi, le rôle. Il fait vivre le monde plus facilement. Moi, pour moi, ce genre de jeu-là où je ne lance presque jamais des dés, où je mets je mets le poids d'un lancer de dés sur la tête d'un personnage, d'un joueur ou d'une joueuse, je trouve que ça amplifie la tension sans pour autant donner l'impression que le meneur de jeu est contre les joueurs ou contre les personnages. Il y a quelque chose d'assez nuancé, très beau là-dedans. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup cette mécanique-là et je devais la mettre dans mon top 10, bien que je sais que certaines personnes la trouvent horrible, mais ça, rendu là, c'est vous qui regardez, hein, c'est pas moi qui va vous juger sur ce que vous aimez ou vous aimez pas. Mon numéro 5, les alternatives à la santé mentale. Pendant longtemps, l'appel de Cthulhu a été en quelque sorte mon seul référent en ce qui a trait au jeu qui apportait une mécanique de santé mentale. La santé mentale qui est une forme de jauge qui descend à mesure que le jeu avance parce qu'elle se vide lentement à mesure que les personnages sont confrontés à des choses horribles. Et bien que, encore aujourd'hui, je peux apprécier cette mécanique-là dans de nombreuses situations, je trouve que c'est très intéressant et tout ça. Avec le temps, il y a des alternatives qui me sont apparues beaucoup plus intéressantes, qui me sont apparues beaucoup plus modernes, pas nécessairement logiques ni réalistes, mais qui, je trouve, s'intègrent mieux dans le jeu. Et les chutes, en fait, le concept des chutes dans Horreur Liminal, encore une fois, Liminal Horror, a été dans ce genre d'éveil qui m'a vraiment marqué en ce qui a trait à la santé mentale, mais plutôt à qu'est-ce qu'on peut utiliser au lieu de la santé mentale. Qu'est-ce qu'on peut utiliser au lieu de se dire que le personnage devient fou? Eh bien, Horreur Liminal a ce concept de chute, donc une forme de bascule, où est-ce qu'on représente, en fait, la santé mentale est plutôt une forme d'équilibre fragile dans ce que le personnage accepte comme réel et ce qui commence à se fissurer dans sa perception du monde. Chaque atteinte, lorsqu'il reçoit vraiment en quelque sorte des pertes chiffrées, c'est aussi un pas vers une transformation intérieure. C'est un peu ça le concept aussi du jeu. La mécanique ne cherche pas nécessairement à punir les joueurs parce que le fait de tomber de plus en plus dans cette forme de corruption que propose le jeu, il y a une intrusion de l'étrange dans le quotidien et dans l'impossibilité d'en ressortir totalement indemne. Donc le personnage, oui, il perd en soi de la volonté. C'est un peu l'équivalent de le nom qu'on pourrait lui attribuer, cette caractéristique qui peut le rendre cassé psychiquement, mais ça lui permet aussi de développer certaines capacités ou certaines, on va dire, pas pouvoirs, c'est pas vraiment des pouvoirs, c'est plus une certaine manière de vivre dans cette réalité qui, au final, n'est pas celle qu'il croyait être à la base. Ce que subit le personnage mécaniquement se ressent immédiatement dans son comportement et dans sa manière d'exister dans le monde, parce que les chutes, en fait, sont personnalisées selon l'aventure que vous jouez. Les chutes, c'est vraiment une table aléatoire sur laquelle vous lancez. Et au lieu de se dire, on lance au hasard sur une table et que, le personnage est devenu scatophile, ou le personnage est devenu, il développe une psychose, ou des choses comme ça, qui peut ne pas avoir aucun maudit lien dans l'aventure en cours, eh bien ça, cette mécanique-là, la table aléatoire, elle est personnalisée à l'aventure. Donc si par exemple, l'aventure met en scène un champignon qui contamine les gens et qui peuvent les transformer en genre de zombies dégueulasses, un peu comme dans The Last of Us. Il y a une des aventures d'horreur liminale qui est basée là-dessus, en quelque sorte. Eh bien, la table des chutes, elle est spécifique à cette aventure-là. Ce qui peut arriver au personnage en termes de corruption psychique, en termes de cassure, lorsqu'il perd de la volonté, eh bien, c'est lié à ça. Ça a un lien. On comprend le lien qui se fait dans la partie, et c'est moins juste un effet, on va dire un contrebalancement de sa perte de santé mentale. Il vient pas juste fou. Il est pas juste comme on va lancer au hasard sur une table et oui, ton personnage a vu un monstre, un ours champignon contaminé. Eh bien, soudainement, il a maintenant il fait une dépression. On s'entend, on est loin de ça. Et c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, en fait, d'Horreur Liminal. Mécanique de chute, le fait de pouvoir la personnaliser selon l'aventure. Certaines personnes trouvent que c'est
on va dire, ça demande un travail qui est un peu plus développé. Ça peut l'être dans le contexte où vous souhaitez faire de A à Z une aventure par vous-même, mais il y a vraiment beaucoup de tables qui sont déjà adaptées pour de nombreuses aventures, de nombreux modules officiels ou non. Et il y a même aussi des tables qui sont un peu plus génériques, qui pourraient être utilisées dans de nombreuses circonstances où les personnages sont face à des événements qu'ils ne comprennent pas. Et moi, ça a été numéro 1. J'ai adoré ça. Et parlant de choses qu'on adore, mon numéro 4, encore plus, je pense, et c'est un peu ça qui ça me brise le cœur de le dire parce que, mon Dieu Seigneur, j'ai tellement aimé cette mécanique-là. Le numéro 4, c'est le stress. On est un peu dans les mêmes sujets. Là. Le stress comme mécanique positive et négative dans le jeu de rôle de, je l'ai ici, Alien. Première version, oui, parce que maintenant il y a la deuxième, il faut comme le préciser maintenant. Le dé de stress dans Alien, ça m'a chamboulé. Le Year Zero Engine, je l'aime beaucoup de base, bien que je peux comprendre ses limites et que je peux comprendre aussi qu'il commence à dater, mais ils l'adaptent et ils le font évoluer à mesure que le temps passe selon la gamme. Free League, bien entendu, ceux qui sont derrière le jeu. Mais l'intégration, en fait, l'implication des dés de stress, comment est-ce que ceux-ci s'intègrent dans le système de base du Year Zero Engine qui est utilisé pour Alien, j'ai trouvé que c'est du génie. Le dé de stress est ajouté au dé d'action. Dans Alien, chaque test, en fait, se fait avec un certain nombre de D6, correspondant à la caractéristique de base, plus une compétence. Et à cela, bien, vous ajoutez les dés de stress, qui sont également aussi des D6, au nombre égal de niveau de stress actuel du personnage. Et ces dés de stress, en fait, ils ne remplacent rien. Ils s'additionnent à la base. Donc, plus le personnage est stressé, plus il lance de dés. Un 6 sur un dé de base, c'est une réussite. Un 6 sur un dé de stress, c'est une réussite. Et il y a quand même aussi un risque, dans le sens que plus le stress augmente, statistiquement, les chances de réussite aussi augmentent, mais ça introduit simultanément une menace latente. Parce que le système, en fait, le cœur du système, c'est la panique. Dès qu'un personnage a un 1 qui apparaît sur un dé de stress, le personnage déclenche un jet de panique, quel qu'il soit le succès ou l'échec de l'action en cours. Le jet de panique se fait en lançant un D6 plus le niveau de stress actuel et on consulte la table. Et cette table produit des effets graduels. Donc, hésitation, perte de temps, fuite incontrôlée, tir accidentel, paralysie. Plus le stress est élevé, plus les résultats est grave. Et le système crée ainsi une escalade de mécanique automatique où est-ce que le stress nourrit la panique, qui à son tour augmente le stress ou celui du groupe. Donc, plus ça va mal, plus ça va aller mal. Mais en même temps, la twist, c'est que tu es stressé, tu deviens quand même plus performant. Tu es plus actif, tu es plus proactif, tu vas faire plus d'actions. Les gens qui vont être on va dire, dans une base d'adrénaline, vraiment, ils vont recevoir une dose d'adrénaline parce que la situation le requiert et parce que c'est stressant. Et ils vont pouvoir accomplir des hauts faits que d'autres personnes ne pourraient pas faire. Mais, en contre-coup, si ça va mal, ça devient vraiment mal. S'il y a quelque chose qui dérape, tout va déraper. Le stress augmente autant mécaniquement vos chances de réussite, mais aussi des raisons fictionnelles qui sont assez claires. C'est le danger, l'isolement, il y a des blessures, l'horreur, le manque de repos, la mort d'un allié. Plus ça va mal, plus ça va aller mal, et plus vous êtes performant, mais ça se peut qu'éventuellement, vous allez casser. Et ça, c'est très marquant, parce que la panique ne signifie pas nécessairement l'échec non plus, dans le sens un personnage peut réussir son action et aussi paniquer. La fiction avance, mais en même temps, le personnage, il se détruit un peu à mesure que la partie avance. Et ça, voyez-vous, c'est pas une mécanique de santé mentale, c'est une mécanique de stress. On a des paniques, on a des réactions, il se passe des choses. Et c'est tellement implanté de façon naturelle dans le contexte, dans le système de jeu d'Alien, que j'ai trouvé ça absolument incroyable. Et ça, en fait, plus que ça même, c'est que ça reproduit exactement la dynamique des films d'Alien. C'est-à-dire des personnages compétents qui sont poussés à bout, qui réussissent trop longtemps, jusqu'à ce qu'un petit détail, quelque chose les fait vraiment basculer. Et ça, j'ai adoré ça. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir notre partie d'Alien sur la chaîne. On a fait une campagne d'Alien. C'était... Mon Dieu, c'était pas l'été passé, c'était l'autre avant. Ça fait déjà presque 2 ans. Bref, allez voir ça, c'était très cool, très très cool, la campagne d'Alien. J'ai eu beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir.
On continue avec mon numéro 3, jet sous la caractéristique, donc un roll under. Une mécanique où le joueur doit obtenir un résultat égal ou inférieur à une valeur fixe, caractéristique, compétence, seuil pour réussir son action. Plus la valeur est basse ou élevée selon le système, plus la probabilité de succès est immédiatement lisible sans calcul supplémentaire. Cette approche, ça transforme le rapport aux règles et à la prise de décision. Le joueur connaît instantanément ses chances de réussite, le risque est clair, visible, c'est tangible. Le dé ne sert plus juste à reproduire un résultat qui est à interpréter, mais on le confirme, on l'infirme, la capacité est déjà définie. Ça encourage une lecture plus directe à la fiction. Selon moi, le roll under favorise un style de jeu plus prudent, plus attentif au contexte et au choix en amont, dans le sens où ça met l'accent sur l'évaluation de la situation plutôt que sur l'optimisation d'un bonus, et ça renforce l'idée que la survie et la réussite passent d'abord par de bonnes décisions et pas seulement par de bons jets. Et il y a des jeux qui, je trouve, s'y portent très bien. Dans des jeux où les personnages sont sensiblement de même calibre, dans un jeu où les personnages ont des niveaux de puissance qui peuvent s'égaliser, que ils n'ont pas des extrêmes, je trouve que ça se porte très bien à ça. Parce que eh bien, le niveau de réussite est basé sur le seuil qui va en dessous, et ainsi on ne peut pas juste péter en quelque sorte un plafond de verre et se dire on va faire 25 sur un jet de force alors que la personne à côté a fait 12 ou 11. Je trouve que c'est plus approprié, ou est-ce qu'on peut moins justement, on va dire, avoir des expériences très diverses au niveau des capacités des personnages. Donc des jeux, encore une fois, des jeux comme Horreur Liminal se portent très bien. Certains jeux OSR se portent très bien aussi également, comme Into the Odd, Cairn et autres. Il y a d'autres jeux que ça s'y porte très mal, je trouve. Mais pour moi, en fait, c'est ça qui est drôle. C'est qu'au début, dans mes premiers temps, je pensais que c'était le Black Hack qui m'avait vraiment marqué en ce sens, qui m'avait vraiment fait découvrir le Roll Under. Mais en repensant, je me rends compte que ce n'est pas le Black Hack, non. Eh bien, non, c'est le très, très classique et aussi très, on va dire, universellement apprécié, l'Appel de Cthulhu. C'est vraiment, voyez-vous, mon vieux livre de la 6e édition que j'ai dans mes mains. C'est vraiment l'Appel de Cthulhu qui est un jeu percentile, donc un jeu avec des 100, des 10, mais l'objectif, ça demeure que c'est un roll under, c'est d'avoir en dessous de sa caractéristique. Donc, si vous avez, par exemple, 70 en médecine, eh bien, vous devez avoir en dessous de 70 pour réussir. Et encore une fois, ça vient un peu aussi dans les mêmes mécaniques que dans les mêmes, on va dire, bassines que les systèmes où le maître de jeu ne lance pas de jet de dés. Ça vient faciliter le jeu, ça vient rendre le tout très rapide, mais aussi ça vient en quelque sorte, on va dire, pas couper l'herbe sous le pied, mais couper court à certaines prises de décision. Si vous lancez le dé, c'est parce que le personnage a la possibilité de réussir l'action. Si vous savez fort bien que le personnage ne peut pas réussir l'action, ne lui faites pas lancer de dés, parce que le personnage réussit ou échoue. Et il n'y a pas vraiment de seuil de réussite. Vous ne pouvez pas juste dire « il faut que tu aies 27 sur ton jet pour réussir », en sachant très bien que le personnage ne peut pas avoir 27. L'objectif, c'est s'il peut réussir son action et qu'il a en dessous de son seuil, il le réussit. Donc, s'il ne peut pas le réussir, eh bien, ça ne sert à rien de lui faire lancer. Et ça, je pense que c'est un peu l'espèce de nuance qui peut parfois être plus difficile à attraper, qui peut parfois être plus difficile pour certaines personnes à mettre en pratique, alors qu'on a souvent, je pense, l'habitude de jouer à des jeux où l'objectif, c'est de lancer le plus haut possible avec des bonus appropriés. On s'entend dans la grande majorité des cas, dans plusieurs jeux. Mais aujourd'hui, le Roll Under est vraiment popularisé dans plusieurs jeux et ça vaut la peine de s'y pencher. De très très bons jeux utilisent ce type de mécanique-là. Pour ma part, je pense que mes jeux préférés aujourd'hui utilisent ce type de mécanique-là. Les jeux que j'aime le plus, puisque c'est souvent des jeux qui sont justement un peu plus groundés, moins dans des extrêmes, encore une fois. Donc c'était mon numéro 3. Mon numéro 2, le Utility Dice ou le dé d'usage en français. Mécanique qui m'a complètement chaviré, qui m'a complètement renversé lorsque j'ai découvert ça. C'est le genre de choses que j'ai toujours voulu avoir dans un jeu, mais que j'avais jamais réfléchi. Et tantôt, quand je faisais mention des sujets qui ont un peu plus de clivage, je sais que celui-ci en fait partie, dans le sens où, peut-être moins en francophonie, mais dans plusieurs blogs, dans plusieurs subreddits anglophones, des groupes OSR, lorsqu'il va être mention du dé d'utilité, du dé d'usage, soit que les gens vont adorer ça ou les gens vont détester ça. Et je peux comprendre pourquoi. En gros, le fonctionnement, c'est que c'est un dé qui est associé à quelque chose, qui est une ressource souvent,
et qui va diminuer progressivement de taille, donc qui va passer par exemple de D10 à D8, D8 à D6, D6 à D4, à mesure que vous consommez la ressource. Cette mécanique-là permet de simuler la rareté et l'usure sans passer justement par une gestion d'inventaire lourde ou fastidieuse. Et ça change subtilement le rapport aux ressources. On est moins dans la micro-gestion, on est moins dans la « OK, j'ai 20 flèches, j'ai 12 noix de pain, j'ai 24 tartes aux pommes ». On y va vraiment plus simple. Vous avez un D6, D8, D4. C'est ça que vous utilisez pour gérer ces différentes ressources-là. Et en gros, comment ça fonctionne concrètement? Dans l'exemple où vous êtes un archer et vous tirez des flèches, pou, 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 votre carquois est associé par exemple à un dé d'usage de D10. Vous tirez des flèches, tout va bien. À la fin du combat, vous devez lancer votre dé d'usage, donc D10. Si vous avez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aucun problème, il ne se passe rien. Par contre, si vous avez 1 ou 2, eh bien votre dé d'usage descend d'un niveau. Donc au lieu d'être D10, il est rendu D8. Et à partir de D8, eh bien, le risque de tomber sur 1 ou 2 est plus élevé. Donc plus vous consommez de ressources, plus votre dé d'usage descend et plus il risque de continuer de descendre. C'est tout simplement pour montrer à quel point moins vous avez de ressources, moins il va vous en rester après que vous les ayez utilisées. Et c'est... Oh mon Dieu, pour moi, cette mécanique-là, ça permet de garder... En fait, ça change vraiment le rapport aux ressources, mais ça permet quand même de garder une tension organique. Dans le sens où, oui, on encourage la fiction, et on va encourager vraiment la fluidité de la partie, mais il y a quand même quelque chose à gérer, il y a quand même quelque chose qui doit être considéré. Et j'ai pas le goût de me lancer justement dans une micro-gestion du nombre de choses que vous avez sur vous et à quel point vous devez les utiliser au bon moment pour savoir combien est-ce qu'il vous en reste puis combien vous devez en consommer pour pouvoir rester en vie. Je ne suis pas dans la simulation, mais non plus, je ne suis pas non plus dans le tout cuit dans le bec, dans le sens où j'ai pas le goût que mes personnages aient, par exemple, des infinies de flèches. Non, il y a quelque chose qui gère ça. Il y a un dé d'usage qui gère le nombre de flèches que vous avez. Et c'est simple, ça vient pas du tout, on va dire, se mettre dans la route de la partie, ça vient pas interrompre le flux du jeu, ça vient pas bloquer le calcul, c'est super simple, ça s'intègre dans plein de contextes différents, dans plein de mécaniques différentes, dans la gestion de ressources, sur plein de jeux. Et moi, c'est vraiment une de mes mécaniques préférées dans le monde entier. Et je sais que beaucoup de gens n'aiment pas parce qu'ils trouvent que justement ça vient simplifier trop la gestion de certaines choses. Et je peux comprendre. Je peux comprendre que ça peut être, même qu'à un certain point, tu te dis, s'il y a comme 12 dés d'action, 12 dés d'utilité pour 12 affaires différentes, ça vient à être aussi compliqué que de devoir être en micro-gestion des différentes ressources que vous avez. Effectivement. Mais l'objectif, c'est justement de tenter d'englober le plus possible dans dans certaines cases, le type de ressources. Nourriture, c'est D8. Munitions, D6. Et là, vous en avez 2, c'est tout. Il n'y a pas rien qui se mélange là-dedans. Et ça, moi j'adore ça. J'adore ça. C'est pour ça que c'est mon numéro 2. Hein? C'est pour ça que c'est mon numéro 2. Hein? On va pas se casser la tête, là. Et finalement, mon numéro 1, possiblement la mécanique qui m'a le plus marqué, aussi parce que c'est la plus récente. C'est vraiment, en 2025, il y a quelque chose qui m'a sauté dans les yeux, qui m'a vraiment accroché. J'ai fait « Oh mon Dieu, ça change tout ». Vous vous rappelez tout à l'heure, quand je faisais mention des dégâts automatiques dans Into the Odd. Et je parlais de « Ah oui, c'est bon, mais il y a quelque chose qui me bloque un peu. Je trouve ça très simple, trop simple. Dans certains cas, c'est parfait. Dans d'autres cas, je trouve que ça manque un peu de crunch. » Eh bien, en 2025, il est arrivé quelque chose. Et il est arrivé, en fait, Mythic Bastionland, un de mes gros coups de cœur de l'année, possiblement aussi un de mes jeux préférés maintenant. Un jeu complet, juste un livre. Puis vous avez juste besoin de ce livre-là pour jouer pendant des dizaines et des dizaines d'années. Mythic Bastionland, encore un jeu de Chris McDowell, donc l'auteur de Into the Odd, que je n'ai pas encore présenté dans une vidéo qui lui est propre, mais qui va éventuellement l'être, je vous l'assure, a une mécanique de combat qui reprend exactement les fameux dégâts automatiques. Vous attaquez quelqu'un, vous touchez, vous faites des dégâts. Mais la twist, c'est qu'il y a des manœuvres. Et ça ne rend pas le tout plus complexe. Ça ne rend pas le tout plus difficile à gérer, ça rend juste le tout plus le fun à gérer. Comment ça fonctionne? Dans Mythic Bastionland, vous jouez des chevaliers.
Vous accomplissez des hauts faits, vous réussissez des missions incroyables, vous protégez la veuve et l'orphelin, vous gagnez du prestige, on va dire du pouvoir aussi, vous accomplissez des missions qui vous permettent vraiment de devenir le chevalier héros que vous souhaitez être. Et bien entendu, comme dans tout jeu Into the Beyond-esque, les attaques infligent des dégâts automatiques. Il n'y a pas de jet pour toucher. La violence n'est pas incertaine, elle arrive. Il y a un affrontement qui a lieu, il y a quelqu'un qui est atteint, il y a des blessures qui se donnent. Mais il y a une incertitude au niveau des conséquences. Le jeu, au lieu d'introduire des jets d'attaque, pour garder un peu l'impact de la violence directe, intègre des manœuvres. Des manœuvres qui sont déclenchées au moment où les dégâts sont infligés. Ces manœuvres-là vont représenter des choix tactiques et fictionnels immédiats, comme pousser, désarmer, briser une position, créer une ouverture, se replier, exposer l'adversaire, etc. Le combat, ainsi, n'a pas juste une suite de jets abstraits avec des conséquences directes d'une blessure. On ne fait pas juste « je fais faire des 6 ». C'est une suite de décisions sous pression parce que vous devez choisir les dés. Comment est-ce que les dés sont distribués en termes de quel dé fait des dégâts et quel dé fait des manœuvres. En gros, si vous êtes par exemple 3 chevaliers et que vous attaquez la même cible, on va dire un gros monstre, peu importe, un gros monstre. Vous lancez les 3, votre dé d'attaque en même temps, votre dé de dégâts plutôt, et en soi, le dé le plus élevé va souvent être gardé pour faire les dégâts. Donc si, admettons, le résultat le plus élevé est un 7, eh bien on garde ce dé-là pour faire les dégâts. Mais les 2 autres dés, à quoi est-ce qu'ils servent? Ils servent à faire les manœuvres. Si les dés en fait sont au-dessus de 4 ou plus, eh bien vous pouvez les utiliser pour accomplir les manœuvres qu'on a fait mention. Donc, pousser, désarmer, briser une position, créer une ouverture, se replier, faire tomber l'adversaire de son cheval, l'enlever son arme, l'aveugler quelques instants, ça vient vraiment créer des avantages ou des désavantages de fiction, mais qui peuvent vous avoir un impact direct dans le jeu. Ça vient modifier la situation, ça vient déplacer les positions des personnages dans le jeu, ça accélère ou ça peut écourter certains conflits. Et ça, c'est de toute beauté parce que là, il y a vraiment une gestion stratégique des attaques et aussi même une certaine cohésion de groupe parce que plus vous êtes de personnes qui attaquent la même cible, plus vous avez de chances de pouvoir le blesser et de lui faire des manœuvres. Et là aussi, ça vient un peu apporter l'espèce de nuance sur « je suis un chevalier, je suis sur mon cheval, je me bats avec une épée, j'ai un bouclier, avec ça, je peux faire 3 attaques. Mon cheval peut attaquer, il peut faire comme cabrer, puis donner un coup avec ses sabots, je peux essayer de donner un coup avec mon bouclier, puis asséner un coup avec mon épée. Ces 3 dés-là sont lancés de façon simultanée sur la même cible. Un seul des dés est utilisé pour faire des dégâts, mais les autres dés, vous allez les utiliser avec stratégie pour savoir quelle manœuvre vous souhaitez déclencher avec quel dé. Et là, ainsi, lorsqu'il y a un combat, on essaie vraiment d'être justement un peu plus rusé vers quel adversaire on veut sauter en premier, sur quel adversaire on veut être plusieurs pour pouvoir vraiment le mettre hors d'état de nuire rapidement ou pour pouvoir lui, on va dire, orchestrer un changement de situation vraiment concret dans sa façon d'être actuellement sur le champ de bataille. Est-ce qu'on veut lui faire enlever son épée? Est-ce qu'on veut le faire tomber? Est-ce qu'on veut, au contraire, le prendre en otage? Ça peut être ça. Le dé de manœuvre peut être utilisé pour ça et il peut être, en soi, bien que le jeu de base propose en quelque sorte une liste de manœuvres prédéfinie, bien, il n'y a rien qui vous empêche un peu de la personnaliser ou de rajouter un petit détail ou des petits éléments ici et là selon ce que vous souhaitez faire avec la manœuvre en soi. Et ça, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. Je trouve que Chris McDowell a ajouté une dimension stratégique absolument incroyable à une mécanique qui était de base tellement simple et qui reste encore, justement, comme je l'ai mentionné, tellement simple. Mais là, on est à un autre niveau. Et on dirait que, encore une fois, un peu comme le dé d'usage, je voudrais l'utiliser à toutes les sauces. Je voudrais voir les limites de ça. Je voudrais voir à quel point est-ce qu'on peut twister cette idée-là du toucher automatique avec les manœuvres, vers où on peut l'aligner. Est-ce que ça serait possible d'avoir des manœuvres spécifiques avec certaines armes? Est-ce que c'est possible d'avoir des manœuvres spécifiques lorsqu'on atteint un autre palier de dégâts? Jusqu'où on peut pousser ça? Et moi, c'est ce que je trouve le plus intéressant dans le fait de tester des jeux et de découvrir des nouvelles mécaniques, c'est que ça nous donne le goût de tester des choses, ça nous donne le goût de découvrir des nouvelles façons de faire et de nous dire comment est-ce que je peux m'approprier cette mécanique-là, la transformer et même l'intégrer dans un jeu ou dans une partie en cours pour voir jusqu'où on peut la siphonner, jusqu'où on peut la transformer, l'utiliser et lui donner ses louanges, dans le sens que, veux pas, si j'utilise une mécanique qui provient d'ailleurs,
souvent, je vais leur faire mention, je vais dire qu'elle provient de telle personne, elle provient de tel jeu, et ça peut faire découvrir aussi d'autres jeux à des personnes qui, de prime abord, pourraient être intéressées à quelque chose de très classique, qui ne voudraient pas non plus se complexifier la tête avec des nouvelles façons de faire et des nouvelles manières de jouer, ce qui est tout à fait comprenable. Mais des fois, pour pouvoir en quelque sorte faire ouvrir les œillères et donner envie à des gens de découvrir des nouvelles choses, des nouvelles manières de jouer, il faut parfois juste intégrer des petites mécaniques ici et là dans certaines campagnes, certaines aventures. Et là, les personnes peuvent faire « Oh mon Dieu, mais c'est donc bien cool comme façon de faire. C'est donc bien cool cette mécanique de gestion de ressources, de dés d'usage. Mais d'où est-ce que ça vient? Mais ça vient de tel jeu et tel autre jeu l'utilise. Vous pouvez le tester par vous-même. » Et tout ça, ça permet au jeu de rôle de se démocratiser, de se diversifier et de rester ce merveilleux hobby, cette merveilleuse passion qui nous anime toutes et tous depuis tellement d'années. Donc, hey, c'était ça. C'est mon top 10 de mes mécaniques marquantes qui, encore une fois, je vous le rappelle, ne sont pas nécessairement, on va dire en top 10 liés, là, vraiment listés comme il se doit. Là, ça peut changer selon mon mot des moments. Et là, c'est parce que c'est ma plus récente. C'était vraiment celle de Mythique Version Hollande qui est mon numéro 1. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que je vais découvrir d'autre en cette nouvelle année 2026. Si vous écoutez bien entendu cette vidéo à sa sortie. Et je serais curieux de savoir, vous, de votre côté, c'est quoi les mécaniques marquantes? Qu'est-ce qui vous a vraiment comme fait flasher avec les années? Qu'est-ce qui vous a vraiment comme, hein, ça, c'est incroyable, j'avais jamais vu ça avant, je voudrais l'intégrer dans mon jeu, je voudrais l'intégrer dans toutes mes sources ou dans certaines sources précises. Qu'est-ce qui vous a vraiment surpris? Dites-moi tout dans les commentaires, j'aimerais le savoir. Pour les autres, bien entendu, si ce n'est pas fait. Si ce n'est pas fait, je vous encourage de liker, commenter, partager, laisser un petit pouce vers le haut. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.